Il y a super longtemps, une guerre a cassé le monde. Tout le monde criait à fond, se battant jusqu'à ce que le plus fort survive. Mais attendez, gros twist. Le héros de l'histoire, c'est un gars d'un autre monde, un isekai. Alors, ça a commencé quand? Un jour hyper ensoleillé, un mec nommé Takakura Rezu se préparait pour le taf. Mais en sortant de son appart, il était tellement crevé qu'il pouvait à peine bouger. Résultat, il se retrouve par terre, son cœur battant fort, priant pour ne pas crever comme ça. Et bam, fin de sa vie en tant que Takakura Rezu. Mais le gars qui démarre une seconde vie dans un monde étrange, c'est maintenant Walem. Il est vu main jointe à nouveau, comme une habitude. Un homme nommé José déclare alors qu'ils doivent se regrouper une fois de plus. Ils sont tous inquiets que leur commandant se vante encore des résultats de la guerre. Parlant de résultats de guerre, il semble que Walem ait réussi à abattre 9 ennemis en un seul coup. José lui dit alors qu'il devrait aussi être fier de lui, car il a acquis tant de bonnes choses d'un coup. Cependant, Walem déclare que ce genre de choses n'est pas une fierté. José demande alors pourquoi. Walem, avec la voix la plus froide possible, dit qu'il fait tout cela parce que c'est son travail, affirmant qu'il ne les a pas tués pour augmenter ses chiffres, car pour lui, quand l'État dit de tuer, c'est son devoir de le faire en tant que soldat fidèle. Walem vit maintenant dans un monde où la guerre fait rage. Il se sent donc toujours obligé de faire ce que les supérieurs disent, tout comme son ancien moi dans sa vie passée. Entendre cela a fait penser à José que Walem est un type sévère. Maintenant que leur travail sur le champ de bataille est terminé, ils décident finalement de quitter la scène sanglante et de rejoindre l'escouade. Cette nuit-là, tout le monde se reposait et profitait de la vie après une autre grande guerre. Walm, d'un autre côté, s'assoit tranquillement, savourant pleinement sa nourriture. Puis un grand homme entre en scène, appelant le nom de Walm. Dès qu'il saisit les épaules de W, il déclare avoir entendu des rumeurs selon lesquelles W aurait abattu 9 soldats ennemis seuls. Cependant, l'homme qui sent tellement l'alcool affirme qu'il gagne toujours, car il en a abattu 15. Il essaie de plaindre Walem en disant que Walem n'est pas si mauvais non plus. Alors Walem, qui sait comment l'homme pense littéralement, joue en disant qu'il sait qu'il ne peut toujours pas gagner contre un homme comme le commandant Dewey. L'homme qui est le commandant Dewey déclare alors qu'au moins Walem ne ment pas après tout, car il n'a pas les compétences. Puis 2 individus entrent en scène, l'un d'eux déclare que la magie est une chose, mais les compétences sont juste une triche. Le commandant Dewey, qui n'a aucune idée de qui sont ces 2 individus, demande qui diable ils sont. José intervient alors pour dire que ces 2-là sont les 2 recrues survivantes, l'un est le type Coxcomb Barito et l'autre est Noor. Le commandant Dewey commence alors à se disputer avec Barito, affirmant que sa compétence n'est pas considérée comme une triche puisque c'est son propre pouvoir. Barito, qui fera tout pour s'en tenir à ses principes, déclare que c'est toujours considéré comme de la triche, peu importe quoi. D'un autre côté, Noor demande à Dewey si c'est vrai que son marteau de guerre peut vaincre tous les types d'armure. Dewey, qui se la raconte, assure que c'est vrai. Walem, curieux, demande si c'est un truc que Dewey a souhaité. José répond aux questions de Gobiu, expliquant qu'il est impossible que Dewey n'ait pas souhaité ça. Après tout, l'une des techniques mortelles du commandant est une sorte de coup sûr. José rêve de compétences de ouf comme ça, parce qu'il pense que ce genre de compétences pourrait changer le cours de la guerre et leur rapporter un max de thunes. José demande alors à Walem s'il veut aussi une compétence. Walem, toujours honnête, dit que tant que c'est gratos, il est preneur. Et quand José lui demande s'il s'intéresse à la magie, Walem répond que c'est toujours sympa d'en rêver. Entendre Walem parler de son rêve choque grave José, qui le rapporte direct au commandant. Mais leur petit moment de détente est vite interrompu quand ils commencent à parler du plan de bataille pour le lendemain. À partir de demain, leur adversaire sera Maillard. Aujourd'hui, c'est le jour où ils séparent complètement la Fédération du commerce libéraux. L'Empire High-Cirque a déjà commencé à rassembler son armée à Saria City, dans le nord-ouest de l'ancien royaume de Kanoa, près de Maillard. Mais la guerre contre libéraux n'est que le début. L'objectif principal est de battre Maillard. Le commandant Dewey dit que jusqu'ici c'était fun, mais que la vraie bataille commence demain.
Ça va être un truc jamais vu, une grosse bataille, donc ils doivent se préparer à fond. Le lendemain, pendant la bataille, on dirait que Walem lutte avec sa morale. Mais il n'a pas le choix. Il est juste un simple soldat qui suit les ordres. Quand son compteur de tuer atteint 10, Walem, sorti de sa rêverie, se rend compte qu'ils sont en route pour la bataille et son esprit est déjà là-dedans. Ils arrivent finalement à Saria City où la pauvreté est partout. Quand Walem voit une prostituée mendiant du travail, il ne peut pas supporter de la voir autant en difficulté, alors il finit par lui donner quelques pièces pour qu'elle puisse s'acheter de la nourriture. De son côté, José dit à Walem de ne pas trop s'attacher aux gens, car cela pourrait mal finir. Cependant, Walem ne peut s'empêcher d'avoir un cœur tendre pour les mendiants qui luttent pour survivre, car il sait ce que ça fait. Quand il est arrivé dans ce nouveau monde, il n'a pas pu subvenir à ses besoins juste en cultivant, c'est pourquoi il est devenu soldat. Les fonds fournis par l'armée étaient nécessaires pour payer sa maison. Sans cela, lui, ses parents, ses frères et sœurs deviendraient également des mendiants. En marchant dans les ruelles pleines de gens affamés, Walem commence à se souvenir du temps où Sarah était un lieu plein d'espoir et d'énergie. Il y a 5 ans, c'était encore un territoire du royaume de Kanoa, pas du territoire High-Cirque. Mais Kanoa renforçait déjà continuellement ses frontières, interférant avec celles de High-Cirque. Même Walem est surpris qu'ils aient réussi à gagner cette bataille et à défendre le village. C'était une terre abondante avec beaucoup de gens et de la nourriture délicieuse. Mais maintenant, Kanoa a atteint son pire état. José demande alors au commandant ce qu'il pense être la raison de cette chute. Le commandant Duwei répond que le grand-duc de Miyard était un ancien noble de Kanoa. Ce type a profité de la guerre High-Cirque en abandonnant Kanoa et en faisant défection au royaume voisin de Fraius. L'armée envoyée de Fraius et l'armée propre de Miyard ont piétiné les territoires de Kanoa un par un, les envahissant et les vandalisant, les transformant en terre brûlée, ce qui a ruiné Kanoa. Le grand-duc de Miyard a pris le territoire de Kanoa, est devenu monarque, et Miyard est devenu un pays indépendant. On peut dire que cette terre est devenue ainsi parce qu'elle a été vendue au grand-duc de Miyard. High-Cirque manquait aussi de troupes et a reporté l'invasion jusqu'à maintenant. C'est pourquoi la rancune des citoyens envers Miyard et Fraius est plus profonde qu'envers High-Cirque. Ça a continué même quand High-Cirque a participé à la guerre d'invasion de Mai. Entendre cela fait penser à Walem que cette personne sera l'ennemi qu'il devra battre la prochaine fois, quoi qu'il arrive. Après avoir marché pendant des minutes, ils atteignent finalement une auberge où ils resteront pour le moment. Pendant qu'ils buvaient, les trois ont commencé à parler du plan suivant la frontière de Libéraux. Ils espéraient que la victoire serait la leur. Cependant, il semble que Walem ait tellement bu qu'il a fini par tout vomir d'un coup, alors que son monde tourne littéralement autour de lui. Walem ne peut pas admettre le fait qu'il se considère comme un soldat, alors qu'au fond, il se voit comme un meurtrier. Le lendemain, la grande bataille commence. Le commandant Duwei fait de son mieux pour donner à ses hommes les meilleures paroles d'encouragement possibles. D'un autre côté, le commandant ennemi Gérard Berger parle aussi à ses soldats. Il déclare que ceux qui se sont rassemblés sont le symbole du courage de leur empire. Avec ce courage, le commandant Gérard espère qu'ils mettront fin à cette guerre. Il ajoute que ces hommes ne devraient pas avoir peur de piétiner leurs ennemis, qu'ils doivent leur montrer qu'ils n'ont pas peur de gagner la guerre. D'un autre côté, Walem se prépare déjà pour un autre carnage. Après tout, c'est tuer ou être tué. Cependant, Walem ne peut pas nier le fait qu'il est inquiet de ce qui va se passer ensuite. José, qui a remarqué la pâleur de Walem, demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Walem répond que c'est juste une gueule de bois et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cependant, José sait qu'il y a quelque chose derrière les yeux troubles de Walem. Il lui dit que s'il s'agit de quelque chose qui s'est passé, il ne doit pas avoir peur de lui en parler, car il écoutera tout ce que Walem dira. Cependant, il semble que Walem ait décidé de ne partager aucun de ses sentiments. Cela dit, passons directement au plan de guerre. L'armée de l'Empire qui est partie de Saria City a été divisée en 3 grandes troupes. Toutes les routes menant au territoire de Miyard ont été ciblées pour la capture, notamment un fort massif qui bloquait la route principale et qui était gardé par 3000 soldats
La capture était prévue comme particulièrement difficile. Cependant, ils doivent faire de leur mieux pour réussir, quoi qu'il en soit. L'escouade Dewey est maintenant arrivée au fort Paramount de Sar. Ils vont maintenant se préparer pour la bataille. Cependant, Walem s'inquiète que les nouveaux venus Noor et Barito puissent mourir pendant cette bataille, alors il fera de son mieux pour les protéger autant que possible. Quand les sons de corps commencent à résonner, l'escouade Dewey se précipite vers le château. En chemin, ils sont accueillis par une série d'attaques de l'ennemi. Cependant, avec tant de ténacité, ils avancent quand même, quoi qu'il arrive. Bien que certains de leurs alliés soient déjà morts, les hommes de Walem, menant Noor, parviennent à atteindre les murs. Puisque les gardes se rassemblent à la porte, ils peuvent entrer dans le château en escaladant les murs. Alors qu'ils se précipitent vers les murs, des attaques venant d'en haut font tomber certains d'entre eux. Malgré cela, ils maintiennent leur posture et font tout ce qu'ils peuvent pour atteindre le sommet, quoi qu'il en soit. Quand Walem atteint le sommet, il voit des morts dans tous les coins. Cependant, en se retournant pour chercher Noor, il est choqué de voir un corps blessé couvert par un poteau de sang. Il est si en colère qu'un chevalier ait fait ça qu'il combat le chevalier quoi qu'il en coûte, en balançant son épée dans toutes les directions. Walem ne peut pas se permettre de laisser ce chevalier vivre, car il pourrait tuer Noor pour de bon. Normalement, un gars comme lui serait en duel contre le commandant Dewey, mais le commandant était trop visible, donc il ne pouvait pas atteindre les murs à cause de l'interférence incessante. Maintenant, Walem est laissé seul pour gérer cette chose, ce qui signifie qu'il devra abattre ce chevalier rapidement. Cependant, alors qu'il essaie de tuer le gars d'un coup, Walem ressent quelque chose de différent quand la hache du chevalier atterrit sur son corps. Le chevalier, complètement choqué, ne peut croire que sa lance n'a pas atteint les yeux de Walem. Il s'avère que Walem est protégé par une barrière magique couvrant tout son corps. Même Walem ne sait pas comment décrire cette sensation immense. Son corps et son épée semblent légers, comme s'il avait déjà acquis une puissance que personne d'autre ne possède. Alors que le chevalier tente de se montrer fort et puissant, Walem se contente de rire en le tuant sans pitié. Après cela, Walem finit par tuer chacun de ses ennemis, l'un après l'autre. Après avoir presque tous les éliminés, Walem vérifie l'état de Noor, qui saigne encore. Il la rassure en lui disant qu'elle va bien et qu'il n'y a rien à craindre. Le commandant Dewey et José sont aussi impressionnés que Walem ait déjà trouvé sa force. Cependant, il est indéniable que l'enfer ne fait que commencer. Le fort conçu est rapidement encerclé, la bataille commence le matin et se termine juste avant le coucher du soleil. Pourtant, cette bataille n'est toujours qu'au poste frontière, ce qui signifie que le travail de Walem est loin d'être terminé. Quelques jours se sont écoulés depuis le siège du fort. Tout semble revenir à la normale pour Walem et les autres, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un corps dont le visage est presque entièrement écrasé. Certains de leurs troupes ont réussi à s'échapper du siège et ont planifié une guerre de guérilla sur la route traversant la forêt environnante. L'armée de High Cirque, qui se dirigeait vers le marais, a été arrêtée net, subissant une perte significative de fournitures et de soldats. Cela dit, tomber sur un homme au visage écrasé comme ça, c'est juste absurde. José, Walem et les autres commencent à en parler davantage. Walem dit qu'il ne pense pas que cela a été fait avec une herde, car la zone écrasée est trop grande pour ça. Il semble que l'arme utilisée était un bouclier. Le commandant Dewey le confirme. José demande alors si le commandant pense que le coupable pourrait être quelqu'un avec une compétence particulière. Dewey répond qu'il y a beaucoup d'utilisateurs avec la compétence de force, donc ça doit être la compétence mur de fer. Avec elle, même un bouclier en bois devient aussi efficace qu'un en fer. On sait que si on frappe quelqu'un avec, on se retrouve avec un corps comme celui-ci. Au moins 2 personnes ont ce genre de capacité, un utilisateur de magie et un utilisateur de compétences. Miar utilise sûrement ces gens dans cette guérilla, ce que Walem trouve inapproprié pour leur part. José dit alors qu'une compagnie entière d'hommes est partie à la recherche des ennemis, sans succès. À la place, l'armée de High Cirque a perdu 30 de ses membres. L'ennemi aurait dû être vaincu à présent, mais ils sont résilients. En marchant dans la forêt, Noor aperçoit quelque chose qu'elle n'attendait pas du tout. Une personne pendue à un arbre, froide et morte.
Il conclut que ce sont les gens de la forêt qui ont vendu les informations de l'armée de High-Cirque aux troupes de Maillard. Walem lui dit qu'il fut un temps où il n'était pas habitué à ce genre de vue. Quelqu'un lui avait dit que c'était à cause de ces gens que des dizaines de personnes innocentes avaient été tuées, donc il n'y a pas lieu de se sentir coupable de ceux qui arrivent aux gens de la forêt. Peu après, un avertissement est envoyé, indiquant que les troupes doivent se méfier, car les troupes de Maillard sont en route pour attaquer. Walem avance alors devant tout le monde, tuant autant d'ennemis que possible. Lorsqu'il a une vision claire des ennemis, il s'avère que ce sont les aventuriers de tête. Nor, qui ne sait pas ce que signifie être un aventurier de tête, demande à José. Il lui explique que ce sont les personnes qui soumettent des démons et sécurisent des donjons. Pas étonnant que les troupes de Maillard soient douées en guérilla, puisqu'ils ont les aventuriers comme alliés. Walem pense alors que si tout cela est l'œuvre des aventuriers, il reste les chevaliers d'élite. D'autre part, le commandant du Wei, qui combat également les ennemis, est furieux que la guilde interfère dans la guerre. Cependant, le chef de la guilde déclare qu'ils ne sont que des soldats employés libres. Pendant ce temps, Walem est en profond choc en voyant que l'un de ses ennemis est juste un simple enfant. Mais malgré cela, pour lui, tous les utilisateurs de magie ne sont qu'une nuisance, donc cela ne fera que le mener à tuer l'enfant, peu importe quoi, avec ses yeux maléfiques et impitoyables. Walem tue sans merci tous ceux qui croisent son chemin. Il dit à quiconque le supplie de l'épargner d'abandonner, car personne ne les aidera à la fin. L'enfant crie alors en demandant comment Walem peut tuer quelqu'un si rapidement. Walem le regarde avec les yeux les plus froids qui soient, affirmant que sur un champ de bataille, il est nécessaire de faire une telle chose. Après tout, Walem est sûr que la fille elle-même a tué son propre peuple et, puisque c'est une conversation plutôt inutile, Walem préférerait la terminer d'un coup. Cependant, il semble que la fille ait eu un excellent entraînement et parvient à esquiver son attaque. Mais il y a une chose que Walem réalise, c'est que cette fille n'est pas habituée à tuer des gens du tout. Cependant, cela n'empêchera pas Walem de la tuer, peu importe quoi. Alors que Walem se précipite vers elle, son arme atteignant presque sa cible, un homme aux longs cheveux l'arrête juste à temps. Il s'avère que la fille est en fait le chef des aventuriers, donc quoi qu'il arrive, elle doit être défendue à tout prix. Cependant, l'homme qui a tenté de l'aider finit par avoir besoin de sa mort. D'autre part, alors que Walem essaie de tuer la fille, une magie cachée commence à se manifester dans les environs. Elle est si puissante que ce n'est pas seulement Walem qui la ressent. Il s'avère que c'est l'œuvre de la fille. Lorsque Walem se prépare à combattre une fois pour toutes, la fille trouve somehow un moyen de s'échapper, ce qui lui permet finalement d'échapper à la mort. Les troupes de High-Cirque pensent alors que cette compétence considérable a dû peser lourd sur son corps pour réussir un tel coup, et il n'y a aucun doute là-dessus. José demande alors à Duwei s'ils doivent la poursuivre. Duwei répond qu'il n'y a pas besoin, car les forces principales des restes de l'armée de Maillard ont déjà été traitées, donc il n'est pas nécessaire de faire plus de travail que nécessaire. Désormais, la troupe continuera vers la capitale de Maillard. D'autre part, alors que tout le monde discute du plan suivant, Walem est laissé seul avec ses pensées une fois de plus. À l'intérieur de sa tête, ces aventuriers étaient assez compétents. S'ils étaient juste habitués à voir des gens mourir, ceux qui seraient morts auraient pu être eux. Walem pense alors qu'il ne veut pas tuer parce qu'il le veut. Il semble qu'il y ait une raison beaucoup plus profonde derrière cela que quiconque n'aurait pu le penser. D'autre part, la fille est toujours vue en train de pleurer à chaudes larmes, exprimant sa confusion face au problème de Walem. Puis, il y a une scène d'entité disant les mots « Soumets-toi déjà ». Ce ne sera qu'une question de temps avant que nous sachions ce qu'est cette entité. Le lendemain, c'est encore une journée normale pour Walem et la troupe de High-Cirque. Un des camarades de Walem lui demande de lui tenir la main. Walem est d'abord un peu confus, car il ne comprend jamais vraiment pourquoi, mais ses camarades expliquent ensuite que, puisque Walem a toujours voulu apprendre la magie, il pourrait aussi bien lui enseigner pendant qu'ils ont encore un peu de temps libre. Très excité, Walem sourit immédiatement après avoir entendu l'offre de son camarade. En se tenant la main,
les deux commencent leur session de tutorat. D'autre part, les autres semblent confus et se demandent ce que les deux font. José explique alors que Willath, le nom de leur camarade, transfère de l'énergie magique à Walhem pour lui apprendre à l'utiliser. Leur camarade se demande si cela permettra réellement à Walhem d'utiliser la magie, même pour un court moment. José continue d'expliquer, en disant qu'après qu'ils aient fini, tout le monde saura si Walhem a une aptitude pour cela ou non. Il pourrait être capable d'utiliser des boules de feu et des lances d'eau, tout comme Willath. Alors qu'ils se tiennent intensément la main, Walhem semble extrêmement épuisé. Cependant, Willath lui dit de se concentrer, quoi qu'il arrive. Walhem commence alors à ressentir un froid qui se propage dans son corps. Willath explique que c'est normal, car c'est la prérequise pour l'utilisation de la magie élémentaire. Tant que Walhem continue de se concentrer, il y arrivera en un rien de temps. Lorsque Willath lâche la main gauche de Walhem, il lui dit de rester concentré sur ses paumes et de penser à une rivière ou un océan. Tant que Walhem visualise une forme d'eau, cela devrait déjà être bon. Walhem fait ce que Willath lui dit en pensant à l'eau, et comme ça, il réussit à créer de l'eau dans ses propres paumes. En voyant cela, Walhem semble très heureux et fier de lui. Cependant, Willath n'est pas du tout impressionné par ce que Walhem a réussi à faire. Selon Willath, bien que ce soit une quantité utilisable d'eau, cela ne signifie pas vraiment que c'est adapté. C'est pourquoi Willath pense que Walhem devrait subir la même épreuve que lui et faire l'expérience du puits humain. Entendant cela, Walhem transpire énormément. Willath lui dit de ne pas trop s'en faire et de simplement économiser sa magie autant que possible. Contrairement à la magie explosive que Walhem utilise pour une compétence, la magie basée sur l'eau nécessite moins de mana. Cela rend Walhem confus car il ne sait pas ce que Willath veut dire. Il demande alors s'il a utilisé la magie tout ce temps. Willath explique alors que la magie de renforcement corporel et les compétences nécessitent du pouvoir magique. En gros, lorsque Walhem utilise du pouvoir magique pour la magie élémentaire comme la boule de feu et la lance d'eau, cela est classé comme de la magie. Et lorsqu'il utilise des techniques comme l'attaque de puissance et le mur de fer, il utilise le pouvoir magique pour renforcer son corps ou son arme. Ce sont ce qu'on appelle des compétences. Willath est un peu surpris que Walhem ne soit pas au courant de ce fait. Walhem explique alors qu'il a été élevé dans une ferme sous la règle militaire, donc il était analphabète. Cela dit, Willath va maintenant tester si Walhem a une aptitude pour la magie élémentaire du feu. Walhem fait la même chose qu'auparavant, mais cette fois en pensant au feu. Willath détourne le regard pendant une seconde et, lorsqu'il regarde à nouveau Walhem, il est profondément choqué de voir que Walhem a une grande flamme. Tout le monde entre immédiatement en panique car cela a provoqué un grand feu. Heureusement, Willath est capable d'arrêter Walhem de causer un feu encore plus grand, mais au lieu de se fâcher contre ce que Walhem a fait, il semble encore plus heureux de ce qui s'est passé, car il peut maintenant dire avec certitude que Walhem a définitivement une aptitude pour la magie du feu. Au lieu d'arrêter, ils vont maintenant continuer avec l'étape suivante. Pendant ce temps, un homme transmet un message au commandant du Wei et il semble que ce soit un message des troupes alliées. À l'intérieur du message, il y a un ordre du capitaine Ligurian. Cependant, après avoir lu la lettre, tout ce que Du Wei peut dire, c'est que les troupes alliées doivent être folles de penser à une telle stratégie. Le messager dit alors que c'est le plan qui lui a été donné et c'est pourquoi l'escouade du Wei a été ordonnée de fusionner rapidement avec le bataillon principal, car la guerre aura lieu dans les plaines de Peref. Avec cela, High Cirque fera certainement face à une défaite, car les bastions de Maillard et Ferius sont sur ces collines. De plus, en observant la position de l'armée de High Cirque, il est évident que la majorité de leur armée se dirigera d'abord vers l'armée de Miard, avec un petit nombre de personnes retenant l'armée de High Cirque, donc tout est prévu, la chute de l'armée de High Cirque est prédite. Pendant ce temps, Lord Ferius Winston de l'armée Ferius est également furieux du fait que l'armée de High Cirque soit folle de vouloir les vaincre si désespérément et du fait que l'armée de High Cirque veuille retenir l'armée de 6000 hommes est encore plus absurde. C'est pourquoi Lord Ferius espère créer quelques squelettes parmi les troupes de High Cirque.
Alors que Lord Ferrius vérifie ses troupes, il semble que tout le monde soit prêt, et sachant que Maillard sera attaqué par le bataillon de cavalerie de Jeff, il pense que l'armée de High Cirque est assez aiguisée et l'avancement sera assuré par les troupes les plus fortes qu'ils ont. Mais au final, ils ne sont toujours pas l'ennemi. Lord Ferrius se bat non pas pour quelqu'un, mais pour son pays seul. Donc il fera en sorte que Maillard et High Cirque meurent sur le champ de bataille aujourd'hui et que tout appartienne à Ferrius seul. Maintenant que les troupes de High Cirque sont déjà en mouvement, cela ne marque que le début de tout, avec un total de 25,000 soldats de l'armée de Maillard et environ 15,000 hommes de l'armée de High Cirque. La guerre va maintenant commencer. En revenant aux troupes de High Cirque, José demande à Walem pourquoi il pense que l'armée de Maillard a l'air si féroce sur le champ de bataille en ce moment. Walem répond alors qu'il pense que c'est parce qu'ils sont dans la patrie de Ferrius. Le commandant Dewey réalise alors que la raison pour laquelle ils ont été appelés au combat est de se débarrasser d'eux. Cependant, Nor ne comprend pas puisque l'ennemi est toujours en attente, même si la bataille a déjà commencé. Cela rend Dewey furieux, bien qu'il ait fallu beaucoup de temps à l'ennemi pour préparer ce plan de déploiement. Il l'expliquera brièvement. D'abord, l'armée de High Cirque visera le bastion de Maillard. Pendant que cela se passe, le facteur décisif se produira également. Le bataillon de Ligurian, qui comprend l'escouade de Dewey, convergera en blitz avec le bataillon de cavalerie de Jeff. Le plan rend Walem confus, car ils savent que l'infanterie et la cavalerie courront ensemble, ce qui est trop imprudent, peu importe comment ils le voient. La seule question que se pose l'escouade de Dewey est donc « Pourquoi eux ?» Le représentant déclare alors qu'il semble que ce soit à cause de l'expérience du bataillon de Ligurian. Cependant, le commandant Dewey ne prend pas du tout les raisons en compte, car cela signifie littéralement qu'ils, en tant qu'humains, devront courir avec les chevaux, même si leurs cœurs sont sur le point d'éclater et leurs poumons sur le point d'exploser. Personne ne peut s'arrêter, car ils finiront écrasés par les soldats qui courent derrière. Si quelqu'un s'arrête, il mourra, et s'ils veulent vivre, ils doivent tuer les ennemis devant eux tout en courant. Le fait que l'escouade soit mise en première ligne est encore plus absurde. Le commandant Dewey blâme alors Walem pour cela, car c'est parce qu'il est parti en frénésie avec sa puissance lors de la dernière bataille que les troupes alliées ont pensé qu'ils étaient si forts. Et puisque leurs troupes comptent non seulement un, mais deux utilisateurs de mouvements puissants, en plus de la magie de Willat, il est inévitable que le commandant du bataillon Ligurian en attende beaucoup d'eux. Alors qu'ils prenaient leur temps pour parler des tournants inattendus, la bataille continuait en arrière-plan. Ils ont ensuite été mis en pause lorsque le commandant Dewey a réalisé que l'ordre d'attaque n'était toujours pas arrivé. Il commence à s'inquiéter qu'il soit arrivé quelque chose de mauvais à l'avant-garde, ce qui signifie que le plan ne se déroule pas bien du tout, mais Dewey maintient toujours l'optimisme, se disant que le commandant Burger n'aurait pas mal interprété la situation. Cependant, quoi qu'il arrive, l'armée principale du territoire de Ferrius est finalement arrivée. L'armée de High Cirque ne sait pas quoi faire ensuite. Ils commencent à devenir hystériques sur le plan, puisqu'aucun ordre d'attaque n'a été donné. Pour aggraver les choses, l'armée de réserve de Maillard se dirige également vers eux, donc s'ils ne font rien, ils seront définitivement décimés. Cela dit, l'armée de High Cirque n'a pas d'autre choix que de prendre les choses en main. Certains des soldats ont commencé à attaquer l'armée de Maillard, puisque c'était l'ennemi qu'ils devaient combattre en premier, entraînant d'autres à les rejoindre. Au final, l'armée de High Cirque court littéralement vers sa mort et le commandant n'a aucun contrôle sur elle. Combattre aux côtés de cette cavalerie est si difficile, et maintenant qu'ils sont presque en contact avec l'ennemi, c'est encore pire. Le commandant, ainsi que Walem et les autres, se sont également frayés un chemin pour combattre avec les autres. Le commandant Dewey déclare alors qu'il semble qu'ils aient déjà attiré tous les ennemis. Walem ne comprend pas de quoi parle le commandant, alors il demande plus d'informations. Dewey explique que c'est juste une intuition pour lui, mais il semble que leur plan de faire semblant que l'armée de High Cirque ne fonctionnait pas bien et d'attirer l'ennemi fonctionne plutôt bien. Il s'avère que le plan communiqué à tous était en réalité un bluff, et ils ont trompé l'ennemi en utilisant leurs alliés. Cela a eu pour résultat de coincer la plupart des forces ennemies avec l'armée de High Cirque, laissant le quartier général de l'armée de Ferrius avec moins d'hommes.
Maintenant, la mission de l'armée est de prendre le quartier général de Férius le plus vite possible. Ce plan implique leur armée principale qui agissait comme des leurs et qui n'ont maintenant plus beaucoup de temps pour gagner. Ils n'ont d'autre choix que d'écraser le quartier général ennemi. Ils utiliseront autant que possible leur puissance et leurs ressources. Avec la magie de l'eau de Wilat et le feu de Walem, la première ligne de défense de l'ennemi est facilement vaincue. Maintenant qu'une brèche a été ouverte dans la ligne ennemie, c'est un excellent avantage pour l'armée de High-Cirque. Un par un, l'armée de High-Cirque tue chaque ennemi dans toutes les directions. Le commandant Dewey ordonne à ses hommes de retirer toutes les clôtures anti-cavalerie autant que possible et de faire un chemin pour la cavalerie. Si l'un échoue, il n'y a pas de lendemain. Alors que les chevaux se précipitent sur le champ de bataille, tout le monde est féroce et prêt à risquer sa vie pour gagner. D'autre part, les troupes principales de l'ennemi sont également en route pour contre-attaquer. Cependant, l'armée de High-Cirque ne va pas se laisser abattre si facilement, alors avec beaucoup de détermination, ils se concentrent sur leur objectif. D'autre part, Walem s'est encore trouvé à se battre avec un homme fort. En observant l'armée, Walem remarque que l'homme a clairement un ensemble différent d'armures et d'armes par rapport aux soldats qu'il a combattus jusqu'à présent, ce qui signifie que l'ennemi qu'il affronte maintenant est une garde royale. Si c'est le cas, alors il doit venir du bastion de Férius ciblé, ce qui signifie que leur général est vraiment tout près. Walem crie alors à la garde de bouger si elle ne veut pas mourir en terre étrangère. Cependant, au lieu de s'éloigner, la garde se précipite pour attaquer Walem avec un puissant coup d'épée. Walem n'avait pas anticipé que l'attaque serait si forte, donc il n'y a pas beaucoup réfléchi, mais en bloquant l'épée, il peut dire qu'il y a beaucoup de puissance derrière. Pendant ce temps, le commandant Dewey et les autres luttent toujours pour combattre les ennemis qu'ils ont. Il semble qu'il n'y ait pas de fin à tout cela. José remarque également qu'il y a un groupe étrange à l'arrière qui essaie de fuir sans arrêter leur invasion. Le commandant Dewey déclare alors que c'est le général ennemi et que, puisqu'il n'y a personne de libre pour le capturer, à ce rythme, leur général va s'échapper très vite. Même le commandant Dewey commence à se demander si ces soldats sont juste là pour donner du temps au général affaibli. Revenant à Walem, il semble qu'il lutte également pour combattre la garde royale, même avec sa puissance. Lorsque les choses ne se déroulent pas du tout selon ses termes, Walem va maintenant recourir à la meilleure chose qu'il pense lui faire gagner, c'est-à-dire utiliser ses pouvoirs de feu. Cette fois, il jure de brûler l'ennemi, quoi qu'il arrive. Il doit utiliser la magie, mais juste une boule de feu ne serait pas suffisante. 6 gardes royaux entièrement armés ne craignent pas de mourir, donc ils sont un grand obstacle. Dans sa tête, tant que ces gars sont là, l'armée de High-Cirque ne peut pas atteindre ses objectifs. S'ils perdent le général ennemi, ce serait déjà la fin de la mission. En d'autres termes, Walem n'a pas d'autre choix que d'embraser ses environs tout en maintenant l'intensité de son feu. Walem est maintenant littéralement en feu, et José dit à tout le monde de rester loin de lui autant que possible s'ils ne veulent pas être brûlés vifs. Walem est désireux de tuer la garde royale, quoi qu'il arrive, alors avec sa flamme bleue, il a fini par faire fondre l'homme. D'autre part, les nouvelles des événements ont déjà atteint la base ennemie. Un homme informe le seigneur Férius qu'il est déjà dangereux de rester dans la zone et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se regrouper avec le bataillon, car si le général meurt au combat, ce sera la chute de toute l'armée. Le seigneur Férius devient alors furieux de ce que ses hommes ont déclaré, car cela signifie seulement qu'il doit fuir et abandonner le bastion. Puis un autre homme se précipite dans sa tente, l'informant que leur clôture anti-cavalerie a déjà été brisée. Ils n'ont pas d'autre choix que de bouger aussi vite que possible s'ils veulent encore rester en vie. Puis une grande explosion a littéralement réveillé l'enfer pour le seigneur au milieu de cet événement. Il se souvient d'un moment où quelqu'un lui a dit que sur le champ de bataille, s'il voit un feu bleu, cela signifie seulement le bûcher de l'autre monde, ce qui signifie simplement qu'il y a une mort invitée qui l'attend. Cette mort par le feu s'appelle Ignis Fatuus. C'était comme si quelqu'un avait ouvert les portes de l'enfer. Cela dit, le général commandant, le seigneur Férius, a déjà une idée de ce qui va lui arriver ensuite. Maintenant que Walem est déjà devant lui, l'esprit continuera à se propager avec la couleur bleue.
Il semble que le commandant général soit toujours plein de lui-même, déclarant que WLM n'est qu'un simple soldat qui se surestime. Le commandant général dit alors à WLM d'une voix très confiante qu'il est le commandant des forces expéditionnaires de Mayard et Ferius. Donc si quelqu'un devrait avoir peur, ça devrait être WLM, qu'il considère comme personne. D'un autre côté, WLM commence à se demander si le commandant général en face de lui est le vrai ou juste un double. Cependant, en regardant de plus près, il confirme que c'est le vrai général. WLM déclare alors que le général devrait juste abandonner. WLM sait qu'il n'y a pas de raison de tuer le général sans raison, considérant qu'avoir quelqu'un de la royauté comme prisonnier de guerre est très bénéfique. WLM pense qu'il devrait juste épargner le commandant général, car l'armée de High Cirque le voudrait sûrement. Alors, après avoir entendu le général dire qu'il n'y a aucune raison pour lui de se rendre, WLM ne peut plus le supporter et commence à attaquer le général tout en veillant à ne pas le tuer de quelque manière que ce soit. Il essaie de bouger aussi rapidement que possible, car s'il était un peu plus lent, cela aurait été une blessure mortelle. D'un autre côté, le commandant général essaie de se battre de toutes ses forces, mais il ne semble pas trouver d'ouverture pour lui-même. Bien que WLM essaie de ne pas tuer l'homme coûte que coûte, il semble que ce soit déjà le destin qu'il finisse par mourir. Alors que le combat se termine enfin, José demande à WLM s'il va bien. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il est terriblement fatigué et qu'il ne peut pas l'exprimer très bien, mais José lui assure que ce sentiment de fatigue est normal, considérant que c'est la preuve de la vie. Après tout, c'était un long combat, donc ressentir autant d'épuisement après un combat dos à dos avec des gardes forts et un commandant sera épuisant. Lorsque WLM retrouve enfin ses esprits, il demande alors si les autres vont bien, juste pour vérifier tout le monde. Noran lui répond avec un regard triste, disant que tout le monde est plein de vie, comme si elle essayait de taquiner la vérité selon laquelle presque tout le monde est mort sur le champ de bataille. Le chef de l'escouade déclare alors que personne n'a le droit de dormir, pas sous sa surveillance, donc tout le monde doit boire autant d'eau que possible pour rester aussi hydraté que possible. D'un autre côté, en regardant leur commandant, WLM ne peut dire que même avec toutes ces coupures sur son corps, il semble que le commandant Dewey veuille toujours se battre, peu importe quoi. Un léger aperçu d'espoir est encore visible dans ses yeux. Avec une victoire sur Ferius et Mayard, cette guerre prendra bientôt fin, mais le fera-t-elle? D'un autre côté, sur le territoire de Mayard, la base a déjà reçu le rapport concernant la défaite soudaine du commandant général Ferius au combat. Maintenant, la question est de savoir ce qu'ils vont faire. Le commandant en chef du groupe Mayard semble un peu nerveux. Quant à ce qui va se passer ensuite, dans sa tête, pourquoi a-t-il léché les bottes de l'Empire Ferius pendant 5 ans? Pourquoi a-t-il vendu sa patrie? Il a même vendu sa fille pour éviter de s'impliquer dans la guerre. Cependant, il a fini par y faire face à la fin. Maintenant, avec la mort du commandant Ferius, il a même pensé accepter la défaite une fois pour toutes. Cependant, il semble qu'il aura du mal à le faire, considérant que son peuple voudra même le poursuivre maintenant, surtout maintenant qu'il a déjà rendu ses crimes clairs à tout le monde. Il est maintenant sujet à être tué par son propre peuple. Après avoir vaincu les forces alliées de Ferius et Mayard, l'armée de High Cirque avance vers Edenberg, la capitale de Mayard, à pied. WLM et son groupe ont reçu l'ordre de maintenir la paix et l'ordre dans la ville, mais il semble que WLM ne fera pas une telle chose. Edenberg, autrefois partie de la ville de Mayard, a maintenant été prise par l'armée de High Cirque. Tout l'endroit est maintenant en désordre et connaîtra certainement sa chute tôt ou tard. L'armée de High Cirque est maintenant à l'intérieur d'une grande salle avec une grande table, assise et attendant que la réunion commence. Certains des membres de l'armée commencent à se demander ce que leur commandant Dewey fait pour les avoir tous invités dans une résidence aussi vaste. Les soldats n'ont aucune idée du tout et, peu importe comment ils le voient, ce n'est techniquement pas une prison, donc ils ne pensent pas qu'ils ont des motifs cachés autres que de parler. 16 soldats ne savent pas que le commandant Dewey entendait tout ce dont il parlait. Dewey leur demande alors s'ils pensent qu'il a fait une erreur. Les soldats déclarent immédiatement qu'ils ne le pensent pas, mais finissent par dire peut-être un peu. Cela fait se demander au commandant si les supérieurs vont réellement les récompenser pour leur travail.
Le commandant de la cavalerie, Jeff, a également dit quelque chose de similaire. Peut-être que c'est le cas. Lorsque les boissons ont été servies, José demande à Dewey s'il sait comment les boire, car c'est techniquement leur première fois dans un tel cadre de restauration fine. Tout ce que Dewey sait, c'est que lorsqu'on boit ce genre de rafraîchissement, c'est tout au sujet du son, car Sea's Royalty boivent leur thé très tranquillement. Alors que les soldats sirotent leur thé, le sourire sur leur visage ne peut être caché. Il semble que tout le monde aime le goût du thé chaud qui persiste sensuellement dans leur bouche. Même Wilhelm ne peut croire qu'il tomberait sur un produit aussi raffiné que le thé. Bien qu'il ne connaisse pas beaucoup les manières du monde dans lequel il vit actuellement, il se souvient cependant des manières du monde précédent dans lequel il a vécu. En sirotant ce thé frais, il se remémore certains moments de sa vie passée qui valent la peine d'être rappelés. Alors que Wilhelm savoure chaque goutte de son thé, ses camarades commencent à le regarder avec dégoût, pensant que sa réaction est un peu absurde pour un fils de fermier. Pendant qu'il passe du bon temps à s'amuser, à rire et à se chamailler, un homme entre dans la pièce et les rend tous silencieux. À l'entrée de l'homme, les squads se lèvent immédiatement, montrant le plus grand respect. Le vieil homme leur dit alors de s'asseoir, car ils ne peuvent pas avoir de conversation debout. Ce vieil homme est un enfant dans l'âme, un héros de guerre. Il n'est autre que le commandant Belga, le cerveau de la guerre. Dès qu'il s'assoit, il sirote son thé comme personne. Ayant compris la situation, il exprime sa surprise d'apprendre que ce n'est pas la cavalerie de Jeff qui a tué le commandant de Varus, mais plutôt l'infanterie de Dewey. Même Belga a été surpassé, surtout par eux tous. Il pensait donner la récompense directement aux gars, donc il a décidé de les appeler personnellement. Le commandant Dewey, un peu timide, déclare qu'ils ne sont pas dignes des louanges du héros, mais nous savons tous qu'il aime les entendre. Belga a quelque peu pris Dewey en affection après avoir entendu combien il était féroce sur le champ de bataille. Le commandant Belga considère même Dewey comme un trésor du pays, car il est assez rare de trouver des commandants comme lui. Entendre cela rend Dewey très heureux. Enfin, après toutes ces luttes, il est capable d'entendre de bonnes paroles de la part de quelqu'un d'important pour lui. Et bien sûr, le commandant ne pouvait pas oublier Wilhelm. Avec un regard étrange dans les yeux, le commandant Belga appelle le nom de Wilhelm. Wilhelm, d'autre part, est un peu surpris que le commandant le connaisse. Le commandant explique en détail qu'après avoir rejoint le bataillon 6 mois auparavant, Wilhelm s'est entraîné dans des batailles près de la frontière. Grâce à son entraînement, il a acquis beaucoup de compétences et de puissance qu'il utilise maintenant dans et bataille. Il est une arme très forte pour le chef d'escouade, non seulement parce qu'il a appris la magie, mais aussi parce qu'il est un combattant réellement déterminé. En plus de cela, il possède maintenant la compétence d'Ignis Fatuus, considérée comme l'une des compétences les plus mortelles qui existent. Il est donc naturel que le commandant Belga se sente excité et émerveillé par la compétence et la puissance réelle de Wilhelm. Wilhelm ne peut dire autre chose que merci. Le commandant continue son discours en disant que lorsqu'il était jeune, il a pu voir Ignis Fatuus une fois, mais heureusement, Wilhelm est un soldat de High-Cirque. On aimerait éviter d'être brûlé et tué par le feu bleu. Tout le monde a entendu parler du conte de fées du feu qui envoie quiconque dans l'autre monde. À travers l'histoire, ceux qui possédaient cette capacité étaient soit des héros célèbres, soit des aventuriers exceptionnels. Le commandant se demande donc si Wilhelm en fait partie. Il appelle alors Lynette pour apporter quelque chose. Un masque étrange est alors présenté à Wilhelm. Rien qu'en le regardant, Wilhelm devient extrêmement agité. Le commandant explique que ce masque était initialement porté par un groupe d'autres mondistes qui se sont déchaînés contre les 3 grandes nations. En conséquence, il y a de nombreux mystères entourant ce masque, mais la seule chose connue à propos de ce masque est que son propriétaire pouvait également utiliser Ignis Fatuus, comme Wilhelm. Le commandant demande donc à Wilhelm de porter le masque pour voir s'il lui va, et étonnamment, il s'adapte parfaitement. En plus de cela, il lui va très bien. Cependant, dans l'esprit de Wilhelm, la confusion commence à affluer. Il commence à se demander pourquoi cela lui donne l'impression d'un déjà-vu, une sensation qu'il peut ressentir dans son monde d'origine.
Alors qu'il ressent toutes ces émotions, le commandant continue de lui dire que les ennemis le craindront certainement avec ce masque. Alors il dit que si Walem l'aime, alors il peut le garder. Avec le visage le plus malheureux que l'on puisse imaginer, Walem déclare qu'il aime beaucoup le masque. Cependant, il semble que le commandant ait quelque chose en réserve. Il s'avère que le masque est en fait maudit. Walem essaie de demander au commandant à ce sujet, mais le commandant continue de rire aux éclats, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tout ce que le commandant peut dire, c'est qu'il semble que le masque ait pris goût à Walem. Le masque s'harmonise parfois avec ses émotions et tremble. Il n'a pas encore causé de mal, donc le commandant déclare que personne ne devrait s'en inquiéter. Il y a de rares occasions où les armes ont leurs propres compétences. Cette chose est très difficile, ce qui est assez problématique. C'est bien qu'elle ait finalement trouvé un propriétaire approprié, donc Walem devrait la chérir de tout son cœur. Cela dit, dès que cette réunion redoutable est enfin terminée, tout le monde semble soudainement si fatigué. Bien qu'ils soient tous reconnaissants d'avoir enfin obtenu la récompense qu'ils voulaient, il semble que Walem ait obtenu quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé avoir du tout. Bien qu'il sache que le cadeau était inutile et un peu exagéré, Walem essaiera de le chérir, quoi qu'il en soit, considérant que c'est quelque chose que le commandant lui a donné. Même si le masque a littéralement sa propre volonté et tremble énormément, ce n'est rien de nouveau dans le monde où Walem se trouve actuellement, donc il ne le trouve pas si difficile à accepter de tout cœur. Alors qu'il passe sur la route principale, le groupe tombe sur un tas de cadavres de soldats de Maillard. Il semble que ces hommes se soient précipités vers cet endroit après avoir perdu leur seigneur. Cela montre que même s'ils ont de la richesse et du pouvoir, il ne faut qu'un instant pour que tout s'effondre. Il semble que des insurgés aient tué la parenté de Maillard avant l'arrivée de l'armée de High-Cirque, mais il semble également qu'en plus des soldats, des civils aient également participé à l'insurrection. Le bilan des morts augmente encore considérablement. C'est pourquoi Walem et son groupe ont reçu l'ordre de maintenir l'ordre public. Une partie du travail consiste à trouver les soldats de Maillard cachés dans la ville et les personnes qui ne respectent pas la loi martiale et pillent. Outre cela, le groupe Walem va également se charger de libérer les prisonniers et faciliter une opération fluide. Un par un, Walem et les autres commencent à trouver chaque individu. Certains supplient les troupes de High-Cirque d'épargner leur vie, tandis que d'autres argumentent qu'ils ne sont pas des soldats. Même Walem commence à demander si cette personne est vraiment un soldat. Pour arrêter le chaos, il ordonne à ces hommes d'arrêter de faire du mal et de faire de leur mieux pour maintenir l'ordre. Certaines troupes de High-Cirque commencent à entendre des cris et des hurlements de partout, comme s'il y avait une bataille quelque part. Cependant, aussi triste que cela puisse paraître, ce sont les sons de gens qui s'entretuent. Pendant ce temps, Walem parcourt la ville pour tout vérifier. Puis, il tombe sur un endroit où quelque chose semble s'être passé récemment. En découvrant ce qu'il s'est passé, il est furieux d'apprendre que des hommes ont fait irruption dans une maison et ont violé une femme. Ils ont battu le mari de la femme pour réaliser leur sinistre dessein. Bien que le coupable soit en cavale, il est finalement capturé après un moment. Ainsi, Walem demande ce qu'il adviendra de ces gens. Normalement, ils seraient décapités, mais puisque High-Cirque a gagné la guerre, ils seront probablement seulement fouettés. Cependant, Walem pense que le fouet ne sera pas suffisant. Puis, le commandant du Wei entre en scène, affirmant que le fouet est plus que suffisant. Les soldats vivants crient au premier coup, pleurent au deuxième et au troisième. Leur peau s'épluche, leur chair est écorchée, même s'ils se pissent dessus ou perdent connaissance, ils se réveillent à chaque coup suivant. Ainsi, il est impossible qu'un homme comme le coupable puisse supporter cela. Entendant tout cela du commandant, les autres soldats l'utilisent déjà comme une menace pour tous, disant que s'ils veulent réduire leur coup de fouet, ils devraient se lever calmement et se rendre. D'un autre côté, il semble que le commandant soit tout à fait conscient du fait que Walem se soucie réellement de ces choses et a peur de le dire à quiconque. Cette nuit-là, Walem se retrouve à se détendre sous le ciel nocturne. Puis, un petit tumulte quelque part dans l'obscurité le rend alerte.
En se levant et en demandant qui est là, il déclare qu'il ne demandera qu'une seule fois de plus et, si personne ne répond, il ne se retiendra pas de faire le pire. Un homme sort alors de l'ombre, présentant ses excuses. Dès qu'il réalise que ces gens ne sont pas des soldats, il déclare qu'il est interdit de sortir la nuit. Le vieil homme et la jeune fille déclarent alors qu'ils sont au courant des règles. Alors Walem demande pourquoi ils sont dehors. Le vieil homme explique alors que la ville est remplie de voleurs et de brigands. Ils ne peuvent donc plus y vivre. Ils souhaitent chercher refuge chez des parents à l'étranger. Walem demande alors si ce vieil homme est un militaire. Le vieil homme répond que non, bien qu'il ait été impliqué dans une guerre il y a plus de 100 ans, mais il peut garantir qu'il est maintenant à la retraite. Même alors, Walem pense que la condition physique du vieil homme est encore bonne. Il est naturel pour quelqu'un de son âge d'avoir le dos courbé, mais il semble qu'il n'en est pas. De plus, les mains de la jeune dame qui l'accompagne sont trop jolies, ce qui ne serait pas le cas si elle travaillait. Alors, Walem demande si elle est abritée chez elle ou quelque chose comme ça. Le vieil homme explique alors que la bonne santé est leur seul atout. Sa petite fille a perdu ses parents lorsqu'elle était enfant, il ne voulait pas qu'elle souffre, alors il l'a élevée avec beaucoup de soin. Cependant, il semble que Walem ne croit pas à l'histoire du vieil homme. Il essaie donc d'intimider et d'effrayer les deux en faisant semblant de les attaquer. Voyant qu'ils sont terrifiés pour leur vie, il éclate de rire après avoir obtenu la réaction qu'il souhaitait, puis finit par les laisser partir. Ce fut une journée très difficile pour Walem. Alors il pense qu'il a laissé partir les deux pour alléger un peu sa culpabilité, ce qui le fait finalement se sentir hypocrite. Peu après, il commence à réaliser que ces deux personnes sympathisent avec lui malgré le fait qu'il soit un envahisseur. Il commence à penser qu'il a probablement tué leur famille et leurs amis et qu'il ne peut pas compenser ce qu'il a fait en donnant simplement à la fille de quoi manger. Pendant ce temps, il semble que la fille d'auparavant était en réalité de la royauté et trouve Walem hypocrite de lui donner quelque chose qu'elle sait provenir de mauvaises actions. Bien que ses parents soient morts, la fille, nommée Rita, a encore beaucoup d'obligations pour aider à protéger son peuple. C'est pourquoi elle et le vieil homme, qui s'avère être son garde, se dirigeront maintenant vers Sela. Là, ils planifieront tout ce qu'ils doivent faire. Puis, 2 mois plus tard, quelque chose de plus est sur le point de se passer, c'est certain. Peut-être pas la peine. C'est pourquoi l'équipe de High prévoit de lancer à plusieurs reprises des attaques incendiaires sur les soldats après les avoir fait se replier dans leur fort. Le commandant Dewey déclare qu'il devrait briser le moral de l'ennemi, puis attaquer et les exterminer tous. Cependant, entendre leur commandant parler ainsi a fait rire le groupe de High. Maintenant qu'un soldat de Ferius crie de l'arrière, il semble que le commandant Dewey n'ait d'autre choix que de leur donner un rappel. Pensez à ce que le commandant a dit plus tôt, il semble que l'armée de High attende simplement que l'ennemi meure de faim. Voyant que tout le monde semble si détendu à ce sujet, Walem ne peut dire qu'une chose sur cette bataille. Comparée aux batailles qu'ils ont eues auparavant, celle-ci semble plutôt amusante. Cependant, 2 semaines plus tard, il semble que les soldats de Ferius soient plus coriaces que quiconque ne le pensait. Alors que tout le monde attend toujours le début de la bataille, le commandant Dewey dit à Walem de s'entraîner pendant son temps libre, car s'il ne peut pas contrôler correctement sa magie, il risque de blesser ses alliés. Will explique alors à Walem que son Ignis Fatuus n'est pas du tout normal. Dans le pire des cas, il pourrait incinérer un peloton entier. Ainsi, ce tunnel abandonné serait parfait pour l'entraînement. Cela dit, il est maintenant temps de s'entraîner. Walem se concentre et libère toute sa puissance autant qu'il le peut, et comme ça, il arrive à la relâcher d'un coup. D'un autre côté, les autres membres s'entraînent également. Barito et No s'entraînent avec le commandant Dewey lui-même, et il semble qu'ils ne passent pas le meilleur moment de leur vie. Quelques jours plus tard, Walem peut finalement contrôler sa magie dans une certaine mesure, mais il y a maintenant un problème encore plus grand. Il ne peut utiliser Ignis Fatuus que pendant 30 secondes. S'il l'utilise pendant plus de 40 secondes, il sera à court de mana, et lorsqu'il arrivera à ce point, il ne pourra plus utiliser son mouvement de puissance ou sa boule de feu. Non seulement cela,
mais ses capacités physiques atteindront également leur point le plus bas. Il pourrait même mourir dans le processus. Cela dit, pour l'instant, Walem a besoin de se reposer avant tout. José entre alors en scène pour vérifier l'état de Walem, mais il semble que José soit juste inquiet que leur nourriture ne soit pas prête, considérant que l'armée utilise maintenant l'ignis fatui de Walem pour chauffer la nourriture, bien qu'il n'ait jamais accepté de le faire. Cependant, il est satisfait de ce qu'il peut faire. Il n'aurait jamais imaginé que le commandant de la compagnie lui-même se présenterait et le laisserait utiliser son habileté de manière utile. D'un autre côté, le commandant de la compagnie a dit que faire perdre à l'ennemi son esprit de combat avec l'odeur de bonne nourriture fait également partie du plan. C'est pourquoi, autant que possible, l'armée de High-Cirque fera de la bonne nourriture pour le reste de la bataille. Cependant, il semble que Walem ne soit pas du tout d'accord avec l'idée d'utiliser la nourriture, considérant que tout le monde veut juste manger à sa faim. José est d'accord avec lui, mais si possible, ils aimeraient éviter de manger de la nourriture fade, même sur un champ de bataille. Il semble que Walem n'admette pas que la cuisine de José soit assez savoureuse, alors il continue de dire qu'il grignote juste la nourriture parce qu'il a épuisé tout son mana, donc il a besoin de calories pour récupérer son énergie. Cependant, il semble que José ne le prenne même pas en compte. José déclare alors soudainement que leur mode de vie actuel va bientôt prendre fin, car il semble que le nombre de soldats en fuite augmente récemment. Il semble qu'ils ne supportent plus d'être confinés derrière leurs murs, donc beaucoup d'entre eux se rendent simplement. Pour taquiner Walem, José déclare alors que l'odeur de sa cuisine doit également y contribuer. José rit à l'idée de s'imaginer eux-mêmes en tant que soldats ennemis confinés derrière les murs de leur forteresse, complètement encerclés jour et nuit. Il y a des bruits de bataille, et bien qu'ils combattent, ils doivent rationner les petites réserves qu'ils ont jour après jour, tandis que l'ennemi à l'extérieur se régale de tels délices. Ce doit être le pire sentiment. Un jour ou deux pourrait rendre quelqu'un nauséeux et irrité, mais si cela continue pendant une semaine, cela briserait définitivement leur esprit. Cela dit, 3 jours plus tard, il est maintenant temps d'annihiler l'ennemi, en commençant par la flamme bleue de Walem comme signal pour le début d'une autre guerre. Avant l'attaque, toute l'armée de High-Cirque est vue en réunion. La position géographique de la mine semble un peu difficile à manipuler, d'autant plus qu'il s'agit d'un fort. Comme il est aussi très étroit, le déploiement des soldats va être compliqué. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas submerger l'ennemi avec leur nombre seul, et c'est là que Walem entre en jeu. Il va faire un raid nocturne avec un petit nombre de personnes. Sa mission est d'utiliser son ignis fatuus et de provoquer un total chaos à l'intérieur des murs du château. Entendre cela a rendu Walem nerveux, mais il n'avait pas vraiment le choix, car c'était un ordre du chef. Walem reçoit également l'instruction d'emmener un utilisateur d'éléments de vent avec lui pour exécuter le plan avec succès. D'un autre côté, pendant que Walem et quelques soldats créent le chaos à l'intérieur des murs du château, les autres utiliseront ce chaos à leur avantage et feront en sorte que le 2e bataillon prenne le fort d'un coup. Bien que Walem n'aime pas du tout l'idée du plan, car il semble que les dirigeants le voient comme un pyromane, il n'a pas d'autre choix que d'accepter le plan dit. Ce plan est en soi d'une simplicité même. Tant que Walem crée la panique à l'intérieur, tout finira par se dérouler en douceur. Dit cela, pendant que la nuit est encore jeune, Walem, accompagné de quelques soldats, inspecte la zone. Il semble qu'ils vont cibler la tour défensive qui abrite la majorité de l'ennemi. Le travail de Walem est simplement d'infiltrer la zone et de créer une ouverture pour que leurs alliés puissent prendre d'assaut l'endroit. Dit cela, Walem met son masque maudit et finit par faire le travail. En s'infiltrant dans le château, tout le monde semble un peu inquiet de ce qui va se passer ensuite. Même Walem est relativement incertain de ce qui va arriver. Wilat dit alors à Walem que, puisqu'il a une grande aptitude pour les éléments de feu et de vent, il devrait entraîner d'autres magiciens en parallèle d'Ignis Fatuus. Walem demande alors comment il est censé pratiquer les éléments du vent avec sa magie actuelle. D'abord, il doit s'entraîner à sauter très haut, et pendant le raid nocturne, Walem fait comme Wilat a dit et pratique sa magie du vent. Lorsqu'il atteint finalement la tour défensive, il tranche la tête de tous, un après l'autre, avec son Ignis Fatuus,
tuant autant de soldats gardiens qu'il le peut. Lorsque le moment est venu, les autres soldats commencent à prendre conscience des attaques. La tour entière est maintenant en alerte maximale. Les soldats ennemis se demandent ce qu'est cette flamme bleue qui dévore toute la tour de défense. Ils ne peuvent pas croire leurs yeux alors que toute la tour commence à brûler, même si elle est littéralement faite de pierre. Lorsqu'ils réalisent enfin qu'ils ont été attaqués par l'armée de High Cirque, ils commencent à rassembler autant de soldats que possible pour défendre leurs murs. D'un autre côté, les compagnons de Waelem l'assurent qu'ils l'ont couvert, donc il n'a pas à s'inquiéter autant. Comme les ennemis arrivent maintenant d'en bas, ils doivent se dépêcher ou ils devront appeler des renforts de l'autre tour. Prendre la tour était la partie difficile, point. Maintenant, ils ont juste besoin de la tenir jusqu'à ce que leurs forces principales arrivent. Ils doivent juste s'assurer d'embraser le passage qui y mène afin que personne ne puisse le traverser. Waelem, qui obéit aux ordres, fait comme son chef lui a ordonné. Alors qu'il se précipite à l'intérieur des quartiers de l'ennemi, tout son corps se fige lorsqu'il voit un homme mourant pleurer de douleur. À ce moment-là, Waelem réalise lentement que la morale et la conscience attachées à sa vie précédente ont été anéanties. Il a perdu son contrôle à Edenberg, donc il n'avait pas remarqué la quantité de souffrance que l'Ignis Fatuus causait avant de tuer quelqu'un. Il est maintenant un simple soldat qui est aussi un meurtrier. Il commence à se demander ce qui se passerait si ce n'était pas sa deuxième vie. S'il était né à l'origine dans ce monde violent, ne souffrirait-il pas comme il le fait maintenant? Il se dit de ne pas y penser, car un soldat n'a pas le droit de veto. Alors que l'Ignis Fatuus de Waelem continue de dévorer chaque coin de la tour, de nombreux soldats ennemis commencent à mourir l'un après l'autre. D'un autre côté, il semble que Waelem soit également presque à court de magie, mais personne ne vient maintenant. Cependant, il semble que les soldats ennemis soient plus courageux que prévu. Il semble qu'il y ait encore des gens qui n'ont pas peur de Waelem du tout. Waelem est un peu choqué quand quelques hommes commencent à lui demander s'il est celui qui a causé l'incendie. L'homme remercie alors Waelem pour la chance que l'armée de High Cirque dit jour après jour et nuit après nuit. Outre cela, l'homme voulait également remercier Waelem de les laisser sentir la nourriture qu'il appelait de la nourriture pour chiens qu'il cuisine tous les jours. Cependant, il semble qu'au lieu d'avoir peur d'être maintenant acculé, Waelem se trouve à rire. Il déclare alors qu'il est également désolé, mais que ce service prendra finalement fin aujourd'hui. Cette fois, c'est la guerre contre les soldats de Férius pour éviter l'Ignis Fatuus de Walm. Il n'y avait pas d'allié près de lui après avoir utilisé l'Ignis Fatuus jusqu'à ses limites. Waelem n'avait presque plus de magie, alors il a fini par utiliser son mode puissance. Waelem rassemble toute sa force et essaie de combattre chaque soldat l'un après l'autre. Il a même essayé d'utiliser un peu de la puissance restante de son Ignis Fatuus, et quand il est finalement pris dans le combat, les soldats de Férius pensent que Waelem est peut-être déjà mort de leurs attaques quand ils ne voient aucun signe de lui. Cependant, ils ignoraient qu'il se cachait juste derrière la fumée pour analyser la situation. Waelem remarque que le type sans cicatrice est capable de se défendre contre son coup de force. Il est donc bon pour renforcer son corps avec de la magie. D'autre part, le type avec la ligne de cheveux qui recule est un utilisateur d'éléments de feu qui se spécialise dans la résistance au feu, et le dernier est cet utilisateur d'éléments d'eau. Il protège les autres du feu et les amène à Waelem. Voilà comment ils sont divisés, dit Waelem. Si c'est le cas, il attaque d'abord l'utilisateur du feu pour que les autres paniquent. Waelem est sûr que tous ses soldats sont compétents. Il ne peut faire aucun mouvement. C'est comme s'il dansait dans un champ de mine. Un après l'autre, l'ennemi continue de charger sur lui sans lui laisser le temps de riposter. La seule chose qui le maintient sur la bonne voie est son Ignis Fatuus. Walm sait que s'il continue de se battre ainsi, sa magie s'épuisera et il sera torturé à mort. Autant qu'il le peut, il essaie de maximiser la puissance de son Ignis Fatui pour brûler l'ennemi. Cependant, il semble que la puissance de résistance au feu de l'ennemi soit aussi forte que WS. Il est arrivé à un point où Waelem ne sait pas quoi faire ensuite, car les ennemis attaquent tous les deux en même temps. Il commence à paniquer un peu, mais finalement il décide de faire de son mieux.
il se concentre sur l'attaque d'un soldat à la fois et finalement, il parvient à prendre l'avantage. Il semble que les soldats de Ferius se soucient tellement de leurs camarades qu'ils feront tout pour s'assurer qu'ils peuvent sauver les autres, même s'ils doivent se sacrifier. Et c'est ce qui les rend de mauvais soldats, selon Waelem. Leur attachement aux autres causera littéralement leur chute. Cela dit, après que Waelem a tué 2 des 3 ennemis, il ne lui reste plus qu'un seul à affronter. Cependant, avant qu'il ne puisse même approcher le dernier homme, les camarades supposément morts essaient d'arrêter Waelem de progresser. Dégoûté par le sang, Waelem frappe l'homme jusqu'à son dernier souffle. Il avance ensuite pour tuer le dernier homme qui semble être un peu résistant. Waelem utilise alors ses bras pour étrangler l'homme jusqu'à ce qu'il meure. Maintenant qu'ils sont morts, Waelem peut enfin respirer un peu. Cependant, il est choqué quand un homme brûlé portant une épée essaie de se battre contre lui une fois de plus. Il ressemble à l'homme résistant au feu, et il semble qu'il n'est pas mort des attaques mortelles que Waelem a faites plus tôt. Avant que l'homme brûlé ne puisse même frapper Waelem, l'un des soldats de Hyserk entre en scène, tuant l'homme d'un coup. Waelem, très épuisé, remercie ses camarades de l'avoir aidé. Waelem leur dit que la prochaine fois, il devrait venir plus tôt pour qu'il ne soit pas aussi épuisé. Je veux dire, il a été presque transformé en viande hachée il y a un moment. 6 camarades expliquent alors qu'il n'a pas cessé d'être un humain pour pouvoir se jeter dans un tel feu ardent. Au lieu de se chamailler, ses camarades lui disent de se lever pour qu'il puisse être soigné. Waelem s'assied alors à côté du mur pendant que ses camarades appellent à l'aide. Cependant, il semble que Waelem soit un peu mal à l'aise qu'un homme mort brûlé soit littéralement à côté de lui en ce moment, mais il n'a pas d'autre choix que d'attendre de l'aide. En attendant, Waelem peut entendre le bruit des gens qui enfoncent la porte du château. Il commence alors à se demander si c'est quelque chose qu'ils apprécient vraiment de faire, car c'est vraiment désordonné. Dans le nord d'Aripo, quelque part dans le royaume du Christ, la Fédération commerciale de Libera et le royaume d'Arius tiennent une réunion de contre-mesures sur la manière de traiter avec l'empire de Hyserk. Maintenant, l'hôte de la réunion n'est autre que Chester Christ, le roi du royaume de Chris, le royaume qui est envahi par l'armée de Hyserk. Bariston Ferius, le roi du royaume de Ferius. Le roi Bariston était plus faible comparé à son jeune frère, mais ses yeux, même comparés à avant, ne montrent plus aucun signe de détresse ou d'inquiétude. De plus, outre CS roi, il y a aussi une personne que certains d'entre vous pourraient connaître, et elle n'est autre que Rita, qui s'avère être de la famille Maillard. 3 semaines après la chute du fort à la base de la mine de Rin, Waelem discute avec un type qui semble avoir de bonnes nouvelles à livrer. Alors que l'homme part, il dit combien il est heureux que la vie stationnaire soit enfin terminée. Il s'avère que de nombreux bastions forts étaient attaqués, divers soldats de hache étaient dans les mines et se détruisaient lentement eux-mêmes. Si quelqu'un avait regardé leurs provisions alimentaires et la taille de leur armée, on aurait pu penser qu'ils auraient pu résister à cela, mais face à un siège de château sans fin et à du harcèlement mental, il ne leur a pas fallu longtemps pour tout céder. De la mine de Rin Castle à chaque fort, rendez-vous immédiatement ou nous vous tuerons tous, soldats et citoyens. Cet avertissement du messager de Hyserk a été la dernière goutte pour eux. Cela dit, maintenant que la situation s'est un peu calmée, Waelem a maintenant décidé de retourner au travail et de se promener dans le lieu nouvellement envahi. Alors qu'il entre sur la place centrale, José l'accueille immédiatement, déclarant qu'après quelques jours de repos, il est enfin revenu à l'unité originale et heureusement, il a l'air plus en bonne santé maintenant qu'avant. Waelem déclare alors que la magie de restauration qui a été utilisée sur lui était exceptionnelle. On dirait qu'elle a traité ses blessures qui auraient pris des mois à guérir en 2 semaines. La première fois qu'il l'a vue, c'était tellement incroyable. Waelem se souvient même de la façon dont elle a guéri magiquement la surface et les os d'abord, et le reste s'est guéri de lui-même. Pendant qu'ils sont en conversation, Noran entre en scène, accueillant Waelem pour son arrivée. Il semble que tout le monde soit assez ravi que Waelem aille bien maintenant. Waelem lui dit alors bonjour, puis demande pourquoi elle a l'air un peu fatiguée maintenant par rapport à avant. Noran explique que cela a été difficile depuis lors,
considérant que le peloton de Dewey a également été déployé pour prendre le château. En dehors de cela, il semble que quelque chose de mauvais soit arrivé à Barito, mais pas ce genre de mauvais, comme certains d'entre vous pourraient le penser. Il a techniquement eu sa coiffure stylée coupée inopinément pendant un combat. C'est pour ça qu'il pleure comme un bébé en ce moment, incapable d'accepter ce qui s'est passé. Bien que Barito semble un peu exagéré, il a au moins la chance que le reste de son corps soit intact, même si ses cheveux sont vraiment en désordre. Noor ne cesse de lui dire que ça lui va bien, pour qu'il ne panique pas de nouveau. Walem a aussi essayé de le calmer en disant qu'au moins sa coiffure avait servi à quelque chose. Maintenant que Walem a finalement confirmé que tout le monde va bien, il commence à chercher le commandant Dewey. Noor lui dit alors que le commandant de la compagnie l'a appelé et il semble que les mines n'ont pas encore été entièrement dégagées, donc il s'en occupe d'abord. En suivant les troupes de tête, ils vont aussi envahir l'intérieur de Ferius, donc ce n'est qu'une question de temps avant que nous sachions ce qui va se passer ensuite. Revenant à l'armée de High Cirque, il semble que les soldats du peloton sont heureux d'avoir rejoint l'armée de High Cirque. Grâce à eux, ils peuvent maintenant piller et avoir toutes les filles qu'ils veulent. Tous les soldats décents de Ferius ont été tués et embourbés. Tout ce qui reste dans cette zone, ce sont des petits poissons. Cela dit, il est maintenant temps de passer au village suivant, car ils ont déjà volé autant de biens qu'ils le pouvaient. Cependant, avant même de pouvoir partir, il y a eu une attaque soudaine qui les a tellement choqués. En vérifiant les environs, ils étaient assez confus, car ces gens sont différents des soldats qu'ils connaissent. Alors que les hommes sont encerclés par cette armée en armure, ils se rendent compte que ce ne sont pas des soldats curieux, mais plutôt des soldats de Christ. Même s'ils essaient de combattre chaque soldat qu'ils rencontrent, il semble que ce soit inutile, car il y a trop de différences. Même s'ils se battent, ils finiront par être tués. Ils commencent maintenant à paniquer sur ce qu'ils vont faire ensuite, car ils doivent abandonner le village. Cependant, ils n'ont pas d'autre choix que de tout laisser et de fuir pour sauver leur vie. Bien qu'ils aient collecté tant de choses, ils n'ont pas d'autre choix que de fuir, car c'est toujours mieux que de mourir. Les hommes profitent alors du crépuscule et sortent du raid aussi vite qu'ils le peuvent. Ils commencent même à se demander, en fuyant pour leur vie, pourquoi les soldats de Chris feraient un raid dans la zone. Puis ils sont arrêtés un moment lorsqu'un homme se place devant eux en disant qu'ils devraient tout simplement se rendre, car la résistance est futile. Les hommes essaient de crier sur le gamin en lui disant de sortir de leur chemin, ou sinon il mourra. Cependant, l'un des membres se rend compte que le gamin n'est en fait qu'une hallucination magique. Cela dit, après le raid mentionné, 3 bataillons de Saria de l'armée de High Cirque ont été détruits. Il y avait environ 700 soldats non retournés. D'un autre côté, il semble que José a été assez choqué lorsqu'il a entendu qu'il se retirait en soutien. Il pense honnêtement que c'est une sorte de blague. D'un autre côté, dans l'esprit de Walem, qu'est-il arrivé à leur plan d'envahir l'intérieur de Fez? Le commandant Dewey déclare alors que même lui ne pouvait pas croire ses oreilles. Alors il a demandé au conseil de guerre, puis ils lui ont dit quelque chose de choquant. Le royaume de Ferius, le royaume de Chris, la fédération commerciale de Libera et les restes de Maillard se sont maintenant joints pour vaincre le royaume de High Cirque. Cela choque tout le monde, car cela signifie que chaque pays dans le nord d'Aripo est maintenant leur ennemi. Walem pense alors que s'il ne se trompe pas, chaque pays dans l'archipel du Nord se surveillait mutuellement. Penser qu'ils se joindraient soudainement est inattendu. Barito demande alors combien sont les ennemis. Le commandant Dewey déclare alors que personne ne devrait s'inquiéter des nombres et se concentrer simplement sur ceux qu'il leur est ordonné de faire. Mais au total, l'armée ennemie dépasse 60 000. D'un autre côté, l'armée de High Cirque déployée à Ferius compte 16 000 soldats. Même s'ils pouvaient combiner les 2 bataillons stationnés à Edenberg, cela ferait au moins 24 000 soldats, ce qui est évidemment insuffisant. Pendant ce temps, lors de la réunion des différentes nations, il parle maintenant de vouloir proposer une alliance à 4 nations, une alliance qui met l'accent sur les aspects militaires et économiques des 4 nations, avec le lac Certa comme zone économique. Hugo trouve que c'est un geste audacieux, mais après tout, cela semble amusant pour lui. La gloire et la chute de chaque nation sont en jeu lors de cette réunion très importante.
De retour à l'armée de High Cirque, tout le monde a maintenant informé ses hommes que les forces de High Cirque sont en défensive et se retireront par étapes. Il semble qu'ils prendront position dans les forteresses de Sarajevo avec leur nombre actuel d'hommes et les provisions qu'ils ont pillées. Ils pourraient ne pas gagner, mais ils pourraient ne pas perdre non plus. Il semble que l'armée de High Cirque va se retirer à la forteresse de Saro depuis cette mine, protégeant leurs alliés là-bas. Ils affronteront l'alliance des 4 nations dans une bataille défensive. En bref, l'armée semble déjà abandonnée, car il ne peut être aidé vu leur infériorité numérique. Le commandant Douai déclare alors à tout le monde qu'au moins, ils ne vont pas la rendre gratuitement, car ils vont faire s'effondrer la mine et tous les prisonniers de guerre seront également tués. Pour l'instant, ils doivent juste aider autant que possible leurs forces alliées. Lorsque le combat éclate, il semble que tout le monde soit tellement concentré à tuer un ennemi après l'autre. Cependant, avec l'ignis fatu de Wallem, tout le monde semble être dans la bonne direction. D'autre part, Wallem s'est maintenant habitué à son nouveau rôle dans la bataille, et ce n'est qu'une question de temps avant que nous sachions combien de personnes il peut encore tuer à l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié si nous mettons en ligne la 2e partie de la série. À la prochaine, au revoir.